Ne respirez pas. S'ils vous entendent, vous mourrez. » Vincent Corsetti se figea alors qu'une petite main le tirait brusquement dans l'ombre, derrière les épais rideaux de velours. L'odeur de savon à lessive bon marché et de terreur pure lui remplit les poumons. La main appartenait à Lily, sa femme de chambre. Une femme fantôme qu'il n'avait jamais vraiment regardée en 4 ans. Ses yeux ambres étaient écarquillés par la peur, pressant un doigt tremblant sur ses lèvres, alors que des pas résonnaient, juste derrière le tissu. À travers une étroite fente dans les rideaux, Vincent regarda son empire s'effondrer. Sa fiancée, Camille, riait doucement avec son frère cadet, Marco, leur corps trop proches, leur voix suintante d'intimité et de quelque chose de bien plus dangereux. Marco murmura que Vincent s'avérait plus difficile à tuer que prévu, et Camille répondit avec un soupir qu'elle avait déjà doublé la dose dans son whisky du soir. À cet instant, chaque étourdissement, chaque vague de nausée, chaque moment de faiblesse que Vincent avait mis sur le compte de l'épuisement, prirent une signification terrifiante. Ce n'était pas le stress, ce n'était pas l'âge, c'était du poison servi avec un baiser par la femme qui portait sa bague. Lily n'attendit pas qu'il réalise la trahison. Elle le traîna à travers les couloirs de service et le fit sortir dans la nuit trempée par la pluie, refusant sa demande d'appeler le capitaine Reed. « Votre capitaine », murmura-t-elle, sa voix n'étant qu'un souffle. « Il est acheté. Marco le possède maintenant. L'appeler revient à leur dire exactement où vous êtes. » Elle dépouilla Vincent de tout ce qui était traçable. Son téléphone, sa Rolex, même la chevalière portant le blason de sa famille, et les jeta dans un caniveau comme s'ils ne valaient rien, avant de le cacher dans une pièce exiguë derrière une vieille église dans le quartier le plus pauvre de Chicago. Vincent brûlait de fièvre tandis qu'un prêtre ne posait aucune question, et qu'une servante qui n'avait rien se battait pour le maintenir en vie. Et quand les conspirateurs finirent par les acculer au gala de charité, Vincent s'avança, non pas comme un chef de la mafia, mais comme un homme renaissant, prêt à exposer la vérité et à protéger la seule personne qu'il avait jugée digne d'être sauvée. Si cela vous satisfait, partageons-le avec les autres. Votre satisfaction signifie tout pour moi. Abonnez-vous pour ne pas manquer une autre histoire comme celle-ci. Car parfois, celui qui vous sauve est celui que vous n'aviez jamais remarqué. Maintenant, continuons l'histoire d'aujourd'hui. Vincent Corsetti n'avait jamais su que ses jambes pouvaient être si faibles. Chaque pas était une bataille. Chaque respiration, une douleur vive déchirant sa poitrine. Le poison s'était infiltré plus profondément qu'il ne l'avait réalisé. Et maintenant, alors que l'adrénaline commençait à retomber, son corps en payait le prix. Lily le soutenait de ses épaules frêles. Son bras était enroulé autour de sa taille, comme si elle était habituée à porter des fardeaux plus lourds qu'elle-même. Il se déplaçait dans les couloirs de service, des passages étroits et sombres dont Vincent ignorait l'existence à l'intérieur de sa propre maison. Lily connaissait chaque recoin, chaque escalier, chaque porte qui grinçait et chaque porte qui pouvait être ouverte et fermée en silence. Elle le guidait comme un fantôme dans un labyrinthe. Et Vincent réalisa avec une amère clarté que cette servante comprenait son manoir mieux qu'il ne l'avait jamais compris lui-même. Il venait de dépasser un escalier secondaire quand des pas lourds résonnèrent devant eux. Lily poussa Vincent dans une alcôve sombre, juste au moment où le faisceau d'une lampe torche passait. Vincent retint son souffle, le dos pressé contre le mur froid, le cœur battant comme s'il allait exploser. À travers une petite fissure, il vit l'un de ses propres gardes en patrouille, l'expression indifférente, ignorant que son employeur se cachait à quelques pas de là. Ou peut-être le savait-il. Peut-être avait-il lui aussi été acheté par Marco. Vincent ne savait plus à qui faire confiance. Quand le garde disparut, Lily le tira de nouveau vers l'avant, plus vite cette fois, avec plus d'urgence. Ils atteignirent la porte arrière de la cuisine auxiliaire, là où les restes de nourriture étaient sortis et les ordures évacuées chaque nuit. La pluie tombait toujours comme si le ciel lui-même pleurait. Vincent regarda vers le garage,
où ses supercars reposaient en silence. « Emmène-moi au garage », ordonna-t-il, la voix faible mais gardant l'habitude du commandement. Lily secoua la tête, son regard si ferme qu'il s'arrêta net. « Vos voitures ont des GPS », dit-elle, sa voix n'étant plus celle d'une servante. « La police peut les suivre, Marco peut les suivre. Voulez-vous vous échapper ou voulez-vous leur donner une carte ?» Vincent voulut argumenter, voulut affirmer qu'il était Vincent Corsetti, qu'il ne prenait pas le bus, qu'il ne fuyait pas comme un criminel sous la pluie. Mais un vertige s'abattit sur lui, si fort qu'il faillit s'effondrer, et Lily le rattrapa à temps. Ils marchèrent sous la pluie, deux ombres chancelantes, traversant des ruelles sombres et des coins de rue sans nom. Vincent tremblait, sa chemise trempée collant à sa peau, le froid lui coupant les os. Mais Lily ne s'arrêta pas. Elle le mena à un arrêt de bus de nuit désert, où une faible lumière jaune tombait sur un vieux banc d'attente. Ils s'assirent là, attendant. Et pour la première fois, Vincent regarda vraiment la femme à côté de lui. Elle était plus petite qu'il ne le pensait, plus mince qu'il ne s'en souvenait. Des cheveux châtains collaient à son visage pâle, ses yeux ambre fixés droit devant, avec l'attention méfiante d'un animal habitué depuis longtemps à être chassé. 4 ans. Elle avait travaillé dans sa maison pendant 4 ans, et c'était la première fois qu'il la voyait vraiment. Le bus arriva, presque vide, transportant seulement quelques silhouettes épuisées, perdues dans le sommeil. Lily aida Vincent à monter, l'installant sur le siège arrière, où l'obscurité les protégeait des regards curieux. Il voulait demander où ils allaient, mais l'épuisement était accablant, et le poison dans son sang le tirait vers un brouillard profond et trouble. Quand Vincent ouvrit de nouveau les yeux, il se trouvait devant une vieille église. Les murs de briques étaient fissurés, les vitraux décolorés, le clocher penché comme accablé par trop d'années. Lily frappa 3 fois, marqua une pause, puis frappa encore 2 fois. La porte s'ouvrit et un homme âgé apparut, les cheveux d'un blanc pur, les yeux doux mais d'une profondeur insondable. « Père Thomas », dit Lily, sa voix tremblant pour la première fois depuis qu'ils avaient quitté le manoir. « J'ai besoin d'aide. » Le prêtre ne posa aucune question. Il regarda Vincent, regarda Lily, puis hocha la tête et s'écarta. Il les conduisit à travers la nef sombre, franchit une petite porte derrière l'autel, pour entrer dans une pièce exiguë contenant seulement un vieux lit, une chaise en bois et un crucifix sur le mur. « Dieu ne pose pas de questions sur le passé de ceux qui cherchent refuge, » dit le père Thomas d'une voix basse et chaleureuse. « Restez ici. » Vincent s'effondra sur le lit usé, son corps lourd comme du plomb. La pièce tournait devant ses yeux, et il sentit la fièvre monter du plus profond de ses os. La dernière chose qu'il vit avant que l'obscurité ne l'engloutisse fut le regard ambre de Lily, posé sur lui avec quelque chose qu'il ne pouvait pas encore nommer. La première nuit à l'église fut la nuit où Lily pensa que Vincent Corsetti allait mourir. La fièvre arriva comme une tempête, violente et impitoyable. Quelques heures seulement après qu'il se fût effondré sur le vieux lit, son corps commença à trembler de manière incontrôlable, la sueur coulant à flots, trempant les draps minces sous lui. Lily s'assit à côté de lui, utilisant un vieux linge trempé dans l'eau froide pour essuyer son front, son cou, chaque goutte de sueur glissant comme si son corps essayait d'expulser le poison par tous les moyens possibles. Elle ne dormit pas. Elle n'osa pas dormir. Chaque fois que la respiration de Vincent devenait plus frénétique, chaque fois que son corps tressaillait dans un rêve, son cœur se serrait de peur que ce ne soit la dernière fois. Le père Thomas apporta des médicaments contre la fièvre et un bol de bouillie claire, mais Vincent ne pouvait rien avaler. Il dérivait dans le délire, murmurant des mots que Lily ne comprenait pas, puis comprit, soudain, trop bien. « Maman », chuchota Vincent, sa voix aussi fragile que celle d'un enfant. « Maman, je suis désolé. » Lily se figea, le linge humide posé sur son front. Elle savait pour la mère de Vincent, tout le manoir savait, bien que personne n'ait jamais osé en parler. Elle était morte en donnant naissance à Marco,
emportant une partie de l'âme de la famille Corsetti dans la tombe avec elle. Vincent avait 8 ans quand il avait perdu sa mère, et à partir de ce moment, il était devenu celui qui s'occupait de son nouveau-né de frère à sa place. Il avait aimé Marco comme son propre sang, comme une dernière promesse faite à la morte. Et maintenant, ce même frère le voulait mort. « Père », appela de nouveau Vincent, la voix brisée dans l'obscurité. « Je protégerai la famille. Je le promets. Je vous le promets. » Lily regarda son visage, tordu par la douleur, et elle vit ce qu'elle n'avait jamais vu chez le plus puissant chef de la mafia de Chicago. Elle vit un enfant rendu orphelin par sa mère à 8 ans. Elle vit un homme de 26 ans, regardant son père se faire assassiner sous ses yeux. Elle vit un homme qui avait porté tout un empire sur ses épaules, dès un âge trop jeune pour comprendre ce qu'était l'amour inconditionnel. Vincent Corsetti, le diable de la légende, l'homme que toute la ville craignait, pleurait dans son sommeil et appelait sa mère comme un enfant perdu. La deuxième nuit, la fièvre atteignit son apogée. Vincent brûlait comme un feu, tout son corps consumé de l'intérieur. Il commença à avoir des convulsions violentes, les dents serrées, les veines de son front saillantes, comme des cordes tendues. Lily paniqua et appela le père Thomas, et le vieux prêtre accourut avec une bouteille d'élixir à base de plantes et des prières chuchotées. Ils pressèrent des linges froids sur son corps, le forcèrent à boire de petites gorgées d'eau et supplièrent Dieu de permettre à cet homme de vivre une nuit de plus. « Pourquoi » murmura Vincent à travers le brouillard, des larmes coulant des coins de ses yeux hermétiquement fermés. « Marco, pourquoi ? Je t'ai tout donné. Je t'ai aimé plus que moi-même. Pourquoi veux-tu me tuer ?» Lily sentit sa poitrine se comprimer. Elle avait détesté la famille Corsetti. Elle avait détesté le manoir luxueux où elle avait travaillé comme une esclave. Elle avait détesté Vincent parce qu'il représentait tout ce qui lui avait volé sa vie. Mais maintenant, en le regardant là, faible et brisée, elle ne voyait plus un chef de la mafia. Elle ne voyait qu'un être humain solitaire, trahi par les personnes qu'il aimait le plus. Tout comme elle, tout comme le jour où son propre oncle l'avait vendue à son insu. Tout comme le jour où elle avait appris que le sang ne signifiait pas l'amour, et que la famille pouvait être la chose la plus cruelle qui soit. Lily prit la main de Vincent, sa grande paume rugueuse maintenant faible dans la sienne. Elle ne savait pas pourquoi elle le faisait. Peut-être parce qu'elle comprenait le sentiment d'abandon. Peut-être parce qu'elle ne voulait pas que quelqu'un meure seul dans le noir. Ou peut-être que, au fond d'elle, elle se sauvait elle-même en le sauvant. Elle resta là toute la nuit, ne lâchant jamais prise, ne fermant jamais les yeux. Le père Thomas s'agenouilla près du lit, le chapelet glissant entre ses doigts, ses lèvres bougeant au rythme de prières murmurées. La petite pièce était remplie de silence, rompue seulement par la respiration laborieuse de Vincent et le bruit de la pluie qui tombait toujours derrière la fenêtre. Lily ne pria pas. Elle avait oublié comment faire depuis longtemps. Mais elle tint fermement sa main et chuchota, ne sachant si c'était pour lui ou pour elle-même. « Ne meurs pas. Tu m'entends ? Ne meurs pas. Tu n'as pas le droit de mourir, alors que j'ai tout risqué pour te sauver. » La nuit s'étira sans fin. Il y eut des moments où Lily pensa que Vincent avait cessé de respirer, et son cœur plongea dans un abîme. Puis sa poitrine se soulevait de nouveau, faiblement mais avec détermination, comme si quelque part au plus profond de lui, il se battait encore pour vivre. Quand la première lueur du 3e matin se glissa par l'étroite fenêtre, Lily réalisa que la main dans la sienne n'était plus brûlante. Le front de Vincent s'était refroidi. Sa respiration était plus régulière, plus lente, plus calme. La fièvre tombait. Lily regarda son visage, pâle et creusé après ces jours d'enfer, et pour la première fois, elle s'autorisa à pleurer. Non pas de tristesse, mais de soulagement, car pour des raisons qu'elle ne comprenait pas encore, le fait que cet homme soit en vie comptait pour elle bien plus qu'elle ne l'avait prévu. Vincent ouvrit les yeux et ne sut pas où il se trouvait. Le plafond était bas, taché par des plaques de moisissure humides,
totalement étranger par rapport au plafond de plâtre finement sculpté de son manoir. Une faible lumière se glissait par une petite fenêtre, tombant sur le crucifix en bois accroché au mur d'en face. Il cligna des yeux, essayant de rassembler les fragments de mémoire qui volaient en éclats dans sa tête. Et puis tout revint, comme un raz de marée. Camille. Marco, un verre de whisky, le poison. La trahison. Une petite main le tirant dans l'obscurité, courant sous la pluie, et des yeux ambres le regardant avant qu'il ne sombre dans le noir. Vincent essaya de s'asseoir, mais son corps semblait de pierre, chaque muscle douloureux, comme s'il avait été battu pendant des jours. Il tourna la tête sur le côté et se figea. Lily était assise sur la chaise en bois près du lit, sa tête reposant contre le matelas, ses cheveux bruns retombant en avant pour cacher son visage pâle, et sa main tenait toujours la sienne. Vincent regarda leurs doigts entrelacés, sa petite main calleuse dans sa main plus grande, et un sentiment étrange monta dans sa poitrine. Depuis combien de temps était-elle là? Il étudia son visage, les ombres sombres et marquées sous ses yeux, la peau vidée par le manque de sommeil, les lèvres sèches et gercées. Elle avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. À cause de lui, un étranger pour elle. Un employeur dont il ne s'était même pas rappelé le nom avant cette nuit fatidique. Vincent bougea légèrement, et Lily se réveilla en sursaut. Ses yeux ambres s'ouvrirent brusquement, d'abord avec alarme, puis avec soulagement, puis avec quelque chose de doux qu'il n'avait pas l'habitude de voir diriger vers lui. Vincent ne répondit pas tout de suite. Il la regarda vraiment, comme si ses yeux gris cherchaient l'âme derrière son regard ambre, la voyant comme une personne pour la première fois. Puis il demanda, la gorge sèche comme du sable. « Pourquoi ?» Lily cligna des yeux. « Pourquoi quoi ? Pourquoi m'as-tu sauvé ?» demanda Vincent, chaque mot pesant comme une pierre. « Tu ne me devais rien. Tu n'avais aucune raison de me sauver. Je suis de la mafia. Je suis l'homme que tu aurais dû haïr. » Alors pourquoi ? Lily resta silencieuse un long moment. Elle retira lentement sa main de la sienne, comme si elle réalisait seulement maintenant à quel point elle s'y était agrippée. Puis elle dit, sa voix douce mais ferme, « Parce que personne ne mérite de mourir des mains de quelqu'un en qui il a confiance, peu importe qui il est. » La réponse était simple, d'une cruauté sans détour, et elle transperça Vincent comme une lame. Il ferma les yeux, et les images affluèrent. Camille lui tendant un verre de whisky chaque soir, ce sourire si doux sur ses lèvres. « Bois-le, chérie. Je l'ai fait juste pour toi. » Marco assis à côté de lui en réunion, posant toujours des questions sur les plans à long terme, sur les testaments, sur qui hériterait si quelque chose lui arrivait. Il avait pensé que son frère apprenait. Il n'avait jamais pensé que son frère planifiait. Les vertiges qu'il avait mis sur le compte du travail, les nuits blanches qu'il avait mises sur le compte du stress, les nausées qu'il avait balayées comme de mauvaises habitudes alimentaires. Tout était là. Chaque petit signe avait été présent depuis le début, et il avait été assez aveugle pour ne rien voir d'autre que sa propre confiance naïve. Vincent frappa le lit de sa main, assez fort pour faire tressaillir Lily. La douleur lui déchira le bras, mais il s'en moquait. La rage bouillonnait dans ses veines, plus brûlante que n'importe quelle fièvre. « Je le tuerai », rugit-il, sa voix ressemblant au tonnerre. « Je retournerai là-bas, et je déchirerai Marco de mes propres mains. Je le ferai supplier pour mourir avant de le laisser cesser de respirer. Et Camille, je vais. Tu n'es pas assez fort pour tuer qui que ce soit en ce moment. » Lily l'interrompit, calme et froide. Vincent se raidit, la fixant avec incrédulité. Personne ne l'interrompait. Personne ne lui parlait ainsi. Personne n'avait osé depuis 10 ans. Pourtant, cette petite servante frêle soutenait son regard sans aucune trace de peur. « Tu ne peux même pas tenir debout tout seul, » continua Lily, sa voix inébranlable. « Tu veux tuer Marco. Bien. Mais que penses-tu pouvoir faire quand tu ne peux même pas marcher du lit à la porte sans tomber? Veux-tu une vengeance? Ou veux-tu un suicide ?» Vincent ouvrit la bouche pour argumenter. Mais aucun mot ne sortit, parce qu'elle avait raison.
Il le détestait, amèrement, mais elle avait raison. Il la regarda pendant un long moment, avec ses yeux gris formés depuis longtemps à lire les gens. Elle ne baissa pas le regard et ne détourna pas les yeux. Elle se contenta de croiser son regard avec le calme étrange de quelqu'un qui avait affronté des choses bien pires que la fureur d'un chef mafieux. Et à cet instant, Vincent réalisa qu'elle n'était pas qu'une servante. Elle n'était pas qu'une ombre invisible dans son manoir. Il y avait une histoire derrière ses yeux ambres, une histoire assez sombre pour lui faire ne plus rien craindre. « Qui es-tu » demanda-t-il, sa voix plus douce maintenant, n'étant plus un ordre, mais presque une supplique. « Qui es-tu, Lily Monroe » Lily resta silencieuse longtemps. La question de Vincent flottait dans l'air comme un nœud coulant, et elle le sentait se serrer autour de sa gorge. Personne ne lui avait posé cette question depuis des années. Personne ne s'était soucié de qui elle était, d'où elle venait, ou de ce à quoi elle avait survécu. Elle n'avait été que les mains qui nettoyaient, l'ombre qui se déplaçait en silence, servante numéro 7 sur la liste du personnel du manoir Corsetti. Mais les yeux gris de Vincent étaient fixés sur elle maintenant, la voyant vraiment. Et pour la première fois en 4 ans, elle sentit qu'elle existait. Elle prit une profonde inspiration et commença à parler. « Je suis née dans la banlieue de Détroit, » dit Lily, sa voix ressemblant à de l'eau coulant sur des pierres tranchantes. « Mon père était mécanicien. Ma mère travaillait dans une blanchisserie au coin de la rue. Nous étions pauvres, mais je ne le savais pas. Pour moi, ce petit appartement était le monde entier. Ma mère chantait en cuisinant. Mon père me lançait en l'air et me rattrapait, riant si fort que les voisins se plaignaient. J'étais heureuse. Du moins, je le pensais. » Elle fit une pause, ses yeux ambres se voilant comme si elle regardait un passé lointain. Vincent n'interrompit pas. Il écouta simplement. Et son silence s'installa autour d'elle, comme une couverture qui lui permettait de continuer. « Mon père était accro au jeu, » continua Lily, sa voix se durcissant. « Je ne l'ai su que trop tard. Il devait de l'argent à la mafia, beaucoup d'argent. Le genre de dette qui ne peut jamais être remboursée parce que les intérêts sont plus élevés que ce qu'un mécanicien pourrait gagner en une vie entière. Quand j'avais 12 ans, mon père est mort dans un accident de voiture. Sa voiture a percuté un arbre sur une route déserte à 3 heures du matin. La police a dit qu'il était ivre, mais mon père ne buvait pas. Jamais. Vincent vit sa mâchoire se serrer, et il comprit. Il comprenait trop bien quelles morts sont mises en scène comme des accidents, et lesquelles portent la main de l'ombre derrière elles. C'était le langage du monde dans lequel il vivait. « Ma mère s'est effondrée », poursuivit Lily. Elle n'a pas pu supporter. Son cœur était déjà faible, et perdre son mari a été le coup de grâce. 6 mois plus tard, elle est morte dans un lit d'hôpital, ses mains serrant encore leur photo de mariage. J'avais 12 ans, orpheline de mes 2 parents, et complètement seule au monde. Elle eut un petit rire court et creux, sans aucune joie, ou du moins, c'est ce que je pensais. Il s'est avéré que j'avais un oncle. Il s'est présenté aux funérailles de ma mère, m'a tapoté la tête, a dit qu'il s'occuperait de moi. Je l'ai cru. Je pensais que le sang signifiait l'amour. J'avais tort. La main de Lily serra le tissu de ses vêtements, ses phalanges devenant blanches. Vincent remarqua le léger tremblement en elle, à peine perceptible, mais il le vit. « Quand j'avais 16 ans, » dit Lily, sa voix tombant dans un murmure, « mon oncle m'a vendu à un réseau de trafic d'êtres humains pour rembourser ses propres dettes de jeu. Ils sont venus au milieu de la nuit, ont mis un sac sur ma tête, et quand j'ai rouvert les yeux, j'étais dans un sous-sol sans fenêtre avec 13 autres filles. Certaines étaient plus jeunes que moi. » Vincent ne dit rien, mais sa mâchoire se serra jusqu'à ce que les tendons ressortent nettement. « 4 ans, » dit Lily, les mots tombant entre eux comme une pierre lourde. « 4 ans en enfer. Je n'entrerai pas dans les détails. Vous n'avez pas besoin de savoir. Vous ne voulez pas savoir. Comprenez simplement qu'il y a des choses pires que la mort et que j'ai survécu à toutes. » Elle leva les yeux vers le crucifix sur le mur, le regard lointain. « Le père Thomas m'a trouvé lors d'une descente de police. Il n'était pas un sauveteur officiel, juste un vieux prêtre qui se trouvait là quand ils nous ont fait sortir.
Il m'a vu, une fille de 20 ans qui en paraissait 40, et il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Veux-tu être libre ?» Lily regarda de nouveau Vincent, ses yeux secs, sans une seule larme. Il m'a emmené dans un refuge, m'a aidé à obtenir de nouveaux papiers, m'a donné un nouveau nom. Lily Monroe n'est pas mon vrai nom. La fille qui portait ce nom est morte dans ce sous-sol. Je suis juste ce qui reste. Mais la dette de mon père, dit Lily avec un sourire amer, n'est pas morte avec lui. Elle a été revendue encore, et à la fin, elle appartenait à la famille Corsetti. On m'a donné un choix, travailler dans le manoir pour la rembourser ou retourner dans la rue. J'ai choisi le manoir. Au moins là-bas, personne ne me touchait. Elle regarda Vincent, ses yeux comme des braises couvant sous la cendre. Pendant 4 ans, j'ai travaillé dans votre maison, frottant les sols, faisant la lessive, nettoyant. J'ai appris à devenir invisible, parce qu'être invisible signifie être en sécurité. Personne ne me voyait, personne ne se souvenait de mon nom, et j'aimais ça. Jusqu'à la nuit où je les ai entendus parler de vous tuer. Vincent déglutit difficilement. Il avait entendu d'innombrables histoires de souffrance, avait été témoin de tragédies sans fin dans le monde souterrain qu'il dirigeait. Mais l'entendre parler ainsi, calme et posé, sans larmes, sans mendier de pitié, seulement la vérité brute exposée comme une vieille cicatrice, lui serra la poitrine. « Le nom de ton oncle, » dit Vincent, sa voix froide comme la glace. « Quel est son nom ?» Lily cligna des yeux, confuse par la question. « Quoi ?»« Son nom, » répéta Vincent, chaque mot comme une balle. « L'homme qui t'a vendu, je le trouverai. » Lily regarda dans ses yeux gris et frissonna, non pas de peur, mais parce que pour la première fois de sa vie, quelqu'un était en colère en son nom. Pour la première fois, sa douleur comptait pour quelqu'un d'autre qu'elle-même. À l'extérieur des 4 murs de la petite église, le monde était en plein chaos. Lily ne le sut pas avant que le père Thomas n'apporte une vieille radio dans la pièce, le genre avec une antenne argentée rouillée et des parasites qui grésillaient comme des fantômes éplorés. Il la posa sur la petite table en bois près de la fenêtre, tourna le cadran, et la voix d'un présentateur inonda la pièce comme de l'eau empoisonnée. Dernière minute. Le chef de la mafia Vincent Corsetti est présumé avoir été enlevé de son manoir privé il y a 5 jours. Son frère cadet, Marco Corsetti, a tenu une conférence de presse d'urgence ce matin et a annoncé une récompense d'1 million de dollars pour toute information menant à la localisation de son frère. Vincent se redressa brusquement, ses yeux gris se glaçant, alors que la voix de Marco crépitait à travers le haut-parleur déformé. « Mon frère est tout ce que j'ai. » La voix de Marco tremblait de chagrin, parfaite dans chaque note comme une performance soigneusement répétée. « Je ne sais pas qui a fait ça, mais je les supplie. S'il vous plaît, laissez-le partir. Il n'est pas seulement le chef de la famille Corsetti. Il est ma famille, l'homme qui m'a élevé après la mort de notre mère. Je ferai n'importe quoi, je paierai n'importe quel prix, tant qu'il rentre à la maison vivant. » Lily vit la main de Vincent se crisper sur le bord du lit, ses phalanges devenant blanches comme de l'os. Sa mâchoire se serra si fort qu'elle pouvait entendre ses dents grincer. Il ne dit rien, mais son silence était plus terrifiant que n'importe quel accès de rage. Le présentateur continua. La fiancée de M. Corsetti, Camille Ashford, est également apparue à la conférence de presse dans un état de choc émotionnel. Puis la voix de Camille arriva, claire et tremblante, imprégnée de larmes et de désespoir. « Vincent, si tu peux entendre ceci, je t'aime, je t'attends. S'il vous plaît, rentre à la maison. S'il vous plaît, rentre. » Ses sanglots se déversèrent à travers les ondes radio, et Lily eut mal au cœur. Elle avait vu Camille sourire à Marco dans l'ombre, l'avait entendu parler d'augmenter la dose de poison avec le même ton calme qu'on utiliserait pour discuter de la météo, et maintenant, elle pleurait devant des millions de personnes, comme si son cœur se brisait. Le monde était fou. Des meurtriers pleuraient leurs victimes devant les caméras,
et tout le monde les croyait. Le FBI a rejoint l'enquête, annonça le présentateur. La police de Chicago coordonne ses efforts avec la famille Corsetti pour retrouver Vincent Corsetti. Le capitaine Daniel Reed a déclaré que c'est la priorité absolue du département et qu'ils ne s'arrêteront pas avant d'avoir trouvé le coupable. Vincent rit, un son froid et amer résonnant dans la petite pièce. Reed. Il cracha le nom comme s'il puait. Ce limier me chasse pour Marco. Il ne veut pas me sauver. Il veut finir ce que le poison n'a pas pu faire. Lily se tenait près de la fenêtre, regardant l'allée vide derrière l'église. 1 million de dollars. Ce montant suffisait à changer la vie de n'importe qui dans ce quartier. Assez pour faire oublier la moralité, oublier la conscience, oublier qu'une vie humaine pouvait valoir plus que de l'argent. Elle parla sans se retourner. Ils ne s'arrêteront pas de chercher. 1 million de dollars. Toute la ville deviendra les yeux et les oreilles de Marco. Chaque sans-abri, chaque chauffeur de taxi, chaque vendeur de rue. Quiconque vous voit pourrait être celui qui passe l'appel. Vincent ne répondit pas. Il restait assis là, les yeux gris fixés sur la radio comme s'il pouvait la brûler par la seule force de sa haine. Lily comprenait ce qu'il pensait. Marco ne voulait pas seulement sa mort. Il voulait contrôler l'histoire. Il voulait être le frère affligé. Le chef, malgré lui, forcé de porter la famille quand son frère a été enlevé. Quand Vincent mourrait, Marco serait le héros. Personne ne suspecte l'homme qui a pleuré à la télévision nationale. Il a planifié cela depuis longtemps, dit enfin Vincent, sa voix basse et épaisse comme du goudron. Pas des semaines, pas des mois. Il a calculé cela pendant des années. Chaque sourire, chaque étreinte, chaque fois qu'il m'a appelé frère, tout n'était qu'une comédie. Lily se tourna pour le regarder, et elle vit quelque chose dans ses yeux gris qui n'était pas seulement de la colère. C'était de la douleur d'un homme trahi par son propre sang. Elle fit un pas vers le lit, lentement, et posa sa main sur son épaule. Elle ne parla pas. Il n'y avait pas de mots capables de porter ce moment. Mais elle était là, à ses côtés. Et parfois, la présence vaut plus que 1000 réconforts. Vincent ne la repoussa pas. Pour la première fois, il permettait à quelqu'un de le toucher alors qu'il était faible. Pour la première fois, le contact humain ne ressemblait pas à une menace. La porte s'ouvrit et le père Thomas entra. Son visage âgé était marqué par l'inquiétude. « Mon enfant, dit-il, la voix basse et urgente. Quelqu'un pose des questions sur la pièce derrière l'église. Madame Martha, la voisine. Elle a vu de la lumière par la fenêtre hier soir. Madame Martha était une femme de 60 ans avec des yeux tranchants comme des rasoirs et une mémoire meilleure que n'importe quel carnet de notes. Elle vivait dans la petite maison juste à côté de l'église depuis la mort de son mari, il y a 15 ans. Et depuis, elle avait fait de l'observation de ses voisins son occupation principale. Rien ne se passait dans ce quartier sans qu'elle le sache. Aucune voiture inconnue ne restait garée trop longtemps. Aucun nouveau visage n'apparaissait. Aucune lumière inhabituelle n'échappait à son attention. Et hier soir, elle avait vu de la lumière venant de la pièce derrière l'église. La pièce que le père Thomas disait toujours utiliser pour stocker de vieilles affaires. Lily sentit le sang se glacer dans ses veines en entendant le père Thomas parler. Elle regarda Vincent et il comprit immédiatement. Sans un mot, il se rallongea, remonta la couverture sur son visage et devint une forme anonyme sur le vieux lit. Le père Thomas sortit accueillir madame Martha et Lily entendit sa voix arriver, douce mais teintée de suspicion. « Père, j'ai fait une soupe au poulet, celle que vous aimez. Et père, y a-t-il quelqu'un qui séjourne dans la pièce derrière l'église? J'ai vu de la lumière hier soir. Abritez-vous quelqu'un » La voix du père Thomas était basse et calme comme toujours. « Vous êtes très aimable, madame Martha. C'est un patient, un pauvre homme souffrant de maladie mentale. Plus de famille. J'ai demandé à une infirmière de venir s'occuper de lui. Son état est très grave. Il ne peut pas recevoir de visiteurs. » Lily comprit que c'était son signal. Elle ouvrit la porte et sortit, le visage marqué par l'épuisement, ses vêtements froissés par une nuit sans sommeil. Madame Martha l'examina de haut en bas, ses yeux la balayant comme un détecteur de métaux. «
C'est vous l'infirmière » demanda-t-elle, la voix chargée de doute. « Vous avez l'air bien jeune. »« Oui, madame. Je travaille avec un refuge caritatif, » répondit Lily, la voix douce et modeste. « Le père Thomas m'a demandé de m'occuper du patient. Il est très malade. Il crie souvent et ne reconnaît personne. » Madame Martha ne répondit pas tout de suite. Son regard était fixé sur la porte entr'ouverte, essayant de scruter l'intérieur. Le cœur de Lily battait comme un tambour de guerre, alors que la femme s'approchait. Encore et encore. Un instant de plus, et elle verrait Vincent. 1 million de dollars. Cet argent reposait sur le lit à moins de 3 pas de Madame Martha. Lily se déplaça rapidement sur le côté, bloquant l'entrée, le visage affichant un doux sourire, alors même que ses paumes étaient moites de sueur. « Madame, il ne serait pas bon que vous entriez, » dit-elle, la voix légèrement plus haute qu'avant. « Mon patient peut devenir agité s'il voit des inconnus. La semaine dernière, il a attaqué une visiteuse et lui a laissé le visage gravement meurtri. Je ne voudrais pas que vous soyez blessé. » Madame Martha s'arrêta, la curiosité dans ses yeux se mêlant à l'hésitation. Elle regarda Lily, regarda le père Thomas, puis jeta un dernier coup d'œil à la porte, avec le regret de quelqu'un à qui on refuse ce qu'il cherche. « Pauvre chose, » murmura-t-elle, bien que son ton soit plus empreint de déception que de compassion. « Savez-vous qui il est? A-t-il de la famille? Pourquoi l'avoir amené à l'église plutôt qu'à l'hôpital ?» Le père Thomas s'avança et posa une main douce sur l'épaule de Madame Martha, le geste d'un berger, calmant son troupeau. « Madame Martha, Dieu nous enseigne à ne pas poser de questions sur le passé de ceux qui souffrent. Je ne fais que suivre sa volonté, et je n'ai pas oublié ma promesse de prier pour votre Harold. Cet après-midi, j'allumerai des cierges et dirai des prières spéciales pour lui. Voulez-vous vous joindre à moi ?» Les yeux de Madame Martha s'adoucirent à la mention du nom de son mari. La curiosité fit place à la nostalgie, et elle hocha lentement la tête. « Oui, mon père, s'il vous plaît, souvenez-vous de lui. Harold nous a quittés ce jour même, il y a 15 ans. » Elle fit demi-tour pour partir, lentement, mais ses yeux se tournèrent bien envers la pièce une dernière fois, avant qu'elle ne disparaisse par les portes de l'église. Lily expira un grand coup, mais elle savait que ce n'était pas fini. Madame Martha reviendrait. Elle continuerait de surveiller, de poser des questions, de scruter les fenêtres chaque nuit. 1 million de dollars. Ce chiffre suffisait à transformer la curiosité d'une veuve en un appel à une ligne de dénonciation. Lily regarda par la petite fenêtre alors que l'ombre de Madame Martha s'effaçait au bout de l'allée, et elle comprit une vérité brutale. Ils ne pourraient pas se cacher ici éternellement. Le temps jouait contre eux, et ils étaient en train de perdre. Au 7e jour à l'église, Vincent fut capable de se tenir debout seul, sans que personne ne le soutienne. Son corps était encore faible, ses articulations encore douloureuses à chaque mouvement, mais le poison avait quitté son système, et la vie revenait lentement. Il commença un entraînement physique léger dans la pièce exiguë. Des mouvements simples comme des pompes, des redressements assis et des allers-retours d'un mur à l'autre. Chaque goutte de sueur était un pas de plus vers le jour où il pourrait affronter Marco. Et cette pensée était le seul carburant dont il avait besoin. Mais durant ces jours, entre les séances d'entraînement et les courtes périodes de sommeil pour récupérer, Vincent commença à faire quelque chose qu'il n'avait pas fait en 4 ans. Il commença à observer Lily. Pas le regard furtif d'un employeur sur une servante. Pas le regard froid d'un chef mafieux sur un outil. Mais une observation réelle. Remarquant des petits détails qu'il avait autrefois ignorés comme s'ils n'existaient pas. Il remarqua que ses mains étaient couvertes de cicatrices. De fines lignes parcouraient le dos de ses mains. D'autres plus longues traçaient ses poignets, comme les vestiges d'un passé dont elle avait parlé, mais qu'elle n'avait jamais décrit en détail. Il remarqua la façon dont elle sursautait au bruit soudain, même quelque chose d'inoffensif comme la cloche de l'église, ou le vent frappant la fenêtre. Ce réflexe n'était pas normal. Il appartenait à quelqu'un qui avait vécu trop longtemps dans la peur, quelqu'un pour qui chaque son pouvait signaler un danger qui se rapproche. Il remarqua la façon dont elle mangeait, vite,
avec urgence. Les yeux jetant toujours un coup d'œil vers la porte, comme si la nourriture pouvait lui être retirée à tout moment. Elle ne laissait jamais rien dans son assiette. Elle ne mangeait jamais lentement pour savourer. Elle consommait simplement, comme mue par un instinct de survie gravé dans ses os. Vincent se demanda si, pendant les années où elle avait travaillé dans son manoir, elle avait jamais vraiment mangé à sa faim, ou si elle survivait de restes, de pain froid et de bribes de table de banquet qu'il n'avait même jamais pris la peine de regarder. 4 ans. Elle avait vécu dans sa maison pendant 4 ans, parcouru les mêmes couloirs, respiré le même air, et il ne l'avait pas vue une seule fois. Elle était un fantôme, exactement comme elle l'avait dit. Et il avait été un aveugle vivant parmi les fantômes, sans jamais le savoir. Un soir, quand Lily lui apporta un bol de bouillie que le père Thomas avait préparé, Vincent demanda soudain « As-tu peur de moi ?» Lily se figea, le bol suspendu en plein air. Elle le regarda. Ses yeux ambres n'évitaient plus les siens, comme au cours des premiers jours. « J'avais peur de vous, » répondit-elle, son ton aussi calme que si elle parlait du temps qu'il fait. « Pendant 4 ans dans le manoir. J'avais peur de vous chaque jour, peur que vous me remarquiez, peur que vous perdiez votre sang-froid pour un rien, peur d'être mise à la porte et forcée de retourner dans la rue. Vous étiez le diable pour moi, la chose la plus effrayante dans cette maison. » Vincent ne dit rien. Il avait entendu beaucoup de gens dire à quel point il était terrifiant. Mais personne ne le lui avait jamais dit en face de cette manière. Et étrangement, il ne ressentit pas de colère, seulement un vide s'ouvrant dans sa poitrine. « Mais plus maintenant ?» continua Lily, posant le bol sur la petite table à côté du lit. Vincent la regarda avec surprise. Pourquoi cela a-t-il changé? Lily s'assit sur la chaise en bois où elle avait passé les nuits à ses côtés durant son délire fiévreux. Et elle croisa son regard directement. « Parce que je vous ai vu pleurer dans votre sommeil. » La réponse fut simple et impitoyable. Vincent eut l'impression que quelqu'un l'avait frappé à la poitrine. « Vous avez appelé votre mère. » Lily poursuivit, sa voix douce comme un souffle. « Vous avez demandé pardon à votre père. Vous avez demandé pourquoi à Marco. Vous avez pleuré comme un enfant perdu dans le noir. Et j'ai réalisé quelque chose. » Elle fit une pause, son regard s'adoucissant d'une manière que Vincent n'avait jamais vu personne diriger vers lui. Les diables ne pleurent pas. Les diables n'appellent pas leur mère. Les diables ne se brisent pas quand ils sont trahis par leur propre sang. Vous n'êtes pas un diable, monsieur Corsetti. Vous êtes juste un homme qui a dû être fort pendant si longtemps qu'il a oublié qu'il avait le droit d'être faible. Vincent ne savait que dire. Sa gorge se serra, et il sentit quelque chose se fracturer à l'intérieur de sa poitrine. Pas de la colère, pas de l'orgueil, mais le mur qu'il avait construit pendant 20 ans, le mur le séparant du reste du monde, s'effondrait lentement devant une servante dont il ne se rappelait même pas le nom une semaine plus tôt. Il regarda Lily, et pour la première fois depuis de nombreuses années, il voulut que quelqu'un lui fasse confiance, non pas à cause du pouvoir, non pas à cause de l'argent, mais simplement parce qu'il était lui-même. La nuit pluvieuse descendit sur Chicago comme une malédiction. L'eau tombait du ciel d'encre, frappant le toit de la vieille église comme des tambours de guerre. Lily se tenait près de la fenêtre à regarder le rideau de pluie, son malaise s'alourdissant de minute en minute. Près de 2 semaines s'étaient écoulées depuis la nuit où elle avait traîné Vincent hors du manoir, et chaque jour qui suivait était un jour de plus vécu dans la peur. Madame Martha allait et venait toujours, ses yeux plus tranchants que jamais. Les nouvelles à la radio mentionnaient encore la disparition de Vincent Corsetti chaque jour. $1 million flottait toujours au-dessus de leur tête comme une lame. Puis le coup retentit. Ce n'était pas le tapotement doux de Madame Martha, ni le coup lent de ceux qui cherchent la confession. C'étaient 3 coups secs, une pause, puis 2 coups plus légers. Lily reconnut le signal immédiatement, le même signal qu'elle avait utilisé en amenant Vincent ici. Elle regarda Vincent, et il hocha la tête, les yeux gris alertes, mais sans peur. Le père Thomas ouvrit la porte, et un homme entra à travers la pluie comme un fantôme du passé. Tony Romano, le chef de la sécurité de Vincent Corsetti,
Depuis 15 ans. L'homme qui avait pris des balles pour son patron plus d'une fois. L'homme en qui Vincent avait confiance comme en son propre bras droit. Tony était grand et massif, ses cheveux poivre et sel trempés par la pluie, un visage durci, sculpté par des années passées dans l'ombre. Mais quand il entra dans la petite pièce et vit Vincent debout là, l'homme robuste s'effondra. « Patron », chuchota Tony, sa voix se brisant. « Vous êtes en vie. Dieu m'aide. Vous êtes en vie. » Puis Tony Romano, un homme qui avait tué d'innombrables ennemis à main nue, tomba à genoux sur le sol de l'église et pleura comme un enfant. Ses larmes se mêlant à l'eau de pluie, ses sanglots résonnant dans la petite pièce comme des cloches funèbres. « Je croyais que vous étiez mort », dit Tony entre deux respirations saccadées. « Ils ont dit que vous aviez été enlevé. Ils ont dit que vous étiez peut-être déjà mort. J'ai cherché partout. Je n'ai pas dormi une seule nuit pendant 2 semaines. Je pensais avoir échoué. Je pensais vous avoir laissé mourir. » Vincent s'avança, releva Tony et fit quelque chose que Lily ne l'avait jamais vu faire. Il prit son garde du corps dans ses bras, étroitement, et pendant un long moment, comme un homme tenant son propre frère. « Je suis toujours là, Tony, » dit Vincent, sa voix basse et chaleureuse. « Je suis toujours en vie, grâce à elle. » Il se tourna pour regarder Lily, et Tony suivit le regard de son patron. Le vieux garde regarda la petite femme debout dans le coin de la pièce et inclina la tête avec un profond respect. « Vous avez sauvé la vie de mon patron. Je vous dois ma propre vie en retour. » Lily ne savait pas comment répondre, elle se contenta donc d'un léger signe de tête et recula. C'était leur retrouvaille, pas les siennes. Quand l'émotion retomba, Tony commença à rapporter ce qui se passait à l'extérieur. « Les nouvelles ne sont pas bonnes, patron, » dit Tony, sa voix reprenant le tranchant d'un guerrier. Marco a pris le contrôle de la famille. Il s'est déclaré héritier par intérim tout en prétendant vous chercher, et il fait quelque chose d'insensé. Vincent fronça les sourcils. « Quoi donc ?» Il négocie avec Nikolai Volkov. Le nom épaissit l'air dans la pièce. Nikolai Volkov, le chef de la mafia russe, l'ennemi juré de la famille Corsetti depuis 2 décennies. Le père de Vincent était mort dans une guerre contre Volkov, et maintenant, Marco serrait la main de cet homme. « Quel genre d'accord ?» demanda Vincent, sa voix froide comme la glace. Tony déglutit. Il divise l'empire Corsetti en 2. Marco garde les entreprises légitimes et le territoire du Sud. Volkov prend toute l'opération souterraine et le territoire du Nord. En échange, Volkov soutient les revendications de Marco et aide à éliminer quiconque résiste. Vincent resta silencieux longtemps. Lily vit ses mains se serrer, ses phalanges blanchir, et elle sut qu'une tempête faisait rage en lui. Marco ne l'avait pas seulement trahi, Marco vendait la famille que leur père avait construite avec du sang et des larmes. Marco travaillait avec l'homme qui avait tué leur père. « Quand ?» demanda enfin Vincent. « Quand signe-t-il l'accord ?»« Le gala de charité annuel, » répondit Tony. « Dans 1 semaine, au Grand Méridien Hotel. Un événement public avec la presse, des politiciens et des chefs d'entreprise. Marco prévoit de signer juste sous le nez de tout le monde, pensant que personne n'osera agir dans un endroit aussi bondé. 1 semaine. » Lily vit le regard de Vincent changer. La rage aveugle des premiers jours avait disparu. C'était le regard d'un prédateur planifiant sa chasse. « Un gala de charité, » murmura Vincent. « Public, presse, témoins. » Il se tourna vers Tony, un sourire froid se formant sur ses lèvres. « C'est notre chance. La seule chance. » Tony hocha la tête. « Je suis d'accord. Si vous apparaissez au milieu de l'événement, devant tout le monde, Marco ne pourra rien nier. Il ne peut pas vous tuer devant des centaines de témoins et de caméras. Son histoire d'enlèvement s'effondrera. Mais nous avons besoin de plus qu'une simple apparition, dit Vincent. Nous avons besoin de preuves. Nous avons besoin de témoins internes. Nous avons besoin de quelqu'un qui puisse entrer au gala sans éveiller les soupçons, tout observer et nous faire signe au bon moment. Vincent et Tony se tournèrent tous deux vers Lily.
Elle se tenait là, le dos contre le mur, ses yeux ambres lisant leurs intentions, avant même qu'aucun des deux ne parle. Son cœur se serra. Elle avait sauvé Vincent parce qu'elle ne pouvait pas regarder quelqu'un mourir des mains d'une personne en qui il avait confiance. Mais ce qu'il demandait en maintenant n'était pas seulement de sauver quelqu'un. C'était entrer dans le repère de l'ennemi, affronter des gens qui n'hésiteraient pas à la tuer si elle était découverte. Vincent se posta devant elle, les yeux gris, ancrés dans les yeux ambres, et il parla d'une voix que Lily n'avait encore jamais entendue chez lui. Pas un ordre, pas un commandement, mais la supplique d'un homme jouant tout sur une dernière main. « Tu m'as sauvé la vie, Lily. Tu m'as donné une seconde chance, alors que tu n'avais aucune raison de le faire. Maintenant, je te le demande une fois de plus. Aide-moi à tout reprendre. » Lily le regarda, dans ses yeux gris, qui avaient été froids comme l'acier, et qui maintenant contenaient quelque chose de proche de la mendicité. Elle pensa aux 4 années passées à vivre comme un fantôme dans un manoir. Elle pensa à un passé qui lui avait volé son enfance. Elle pensa à un avenir qu'elle n'avait jamais osé rêver. Et elle pensa à l'homme devant elle. L'homme qui pleurait dans son sommeil et appelait sa mère. L'homme qui avait promis de retrouver l'oncle qu'il avait vendu. L'homme qui l'avait regardé comme un être humain pour la première fois de sa vie. Lily hocha la tête. « Je le ferai, » dit-elle, sa voix calme, comme si elle ne venait pas d'accepter de mettre sa vie en danger, même si cela devait être la dernière fois qu'elle vivait. Une semaine de préparation passa comme un tourbillon. La petite pièce derrière l'église devint un quartier général de guerre, et chacun avait son rôle. Vincent entraînait son corps du petit matin jusque tard dans la nuit, se poussant à ses limites comme s'il essayait de compresser des mois de force en quelques jours seulement. Les premiers jours, il ne pouvait faire que 20 pompes avant que ses bras ne tremblent et ne lâchent. Au 5e jour, ce chiffre atteignit la 100aine, le poison avait quitté son corps, et la colère devenait une source d'énergie inépuisable. Tony venait chaque soir, se glissant par la porte arrière de l'église, quand l'obscurité était assez épaisse pour le cacher. Il apportait tout ce dont ils avaient besoin. De nouveaux vêtements pour Vincent, un costume noir parfaitement taillé qu'il porterait lors de son apparition publique, des informations détaillées sur l'hôtel Grand Méridien, les plans de chaque étage, chaque entrée et chaque sortie, la position de chaque caméra de sécurité, une liste d'invités remplie de noms familiers et d'autres qui firent enfoncer les sourcils de Vincent de surprise, et des armes. Une arme de poing compacte et légère, dissimulée dans un étui en cuir ajusté, assez petite pour échapper à la détection par les portiques de sécurité qui avaient déjà été désactivés par les gens de Tony à l'intérieur. Mais la partie la plus importante du plan n'était pas Vincent, c'était Lily. On lui apprit tout ce dont elle avait besoin pour survivre à cette nuit décisive. Tony lui montra comment entrer par l'entrée de service derrière la cuisine, où le personnel de service allait et venait sans que personne ne vérifie les accréditations. Elle porterait un uniforme de serveuse noire, se fondrait dans le personnel et se déplacerait dans le gala comme un fantôme invisible. Son rôle était d'être les yeux et les oreilles. Observer Marco et Volkov, identifier le moment où ils signeraient l'accord et envoyer le signal à Tony quand tout serait prêt. Le signal était simple. Si c'était sûr, elle placerait un verre de vin rouge sur le côté gauche du plateau. Si c'était dangereux, un verre de vin blanc sur la droite. Et si elle était découverte, elle briserait un verre. Le bruit du verre brisé serait le signal pour Tony d'agir immédiatement, quel que soit le plan d'origine. Lily mémorisa tout. Elle répéta chaque détail jusqu'à ce qu'il soit gravé dans son esprit comme un instinct. Elle ne pouvait pas se permettre de faire une erreur. Une petite erreur, et elle mourrait. Une petite erreur, et Vincent mourrait avec elle. Lors de la dernière nuit avant le gala, la petite pièce sombra dans un silence tendu. Le père Thomas s'était couché, après avoir prié pour eux pendant 1 heure entière. Tony était parti préparer son équipe fidèle pour qu'elle se tienne en embuscade autour de l'autel. Seuls Vincent et Lily restaient, assis près de la petite fenêtre, regardant le ciel nocturne de Chicago. La ville scintillait de lumières en contrebas. Des millions de lumières,
comme des millions d'étoiles tombées sur la terre. Lily pensait à demain, pensait à la possibilité qu'elle ne revoie plus jamais ces lumières, et elle ne ressentait pas la peur à laquelle elle s'attendait. Elle se sentait seulement fatiguée d'avoir vécu dans la peur pendant trop longtemps. Vincent rompit le silence, sa voix basse et douce comme le vent de la nuit. « Après tout ce qui se passera demain, que veux-tu » Lily ne répondit pas tout de suite. Elle regarda les lumières lointaines et considéra la question. Personne ne lui avait demandé ce qu'elle voulait depuis 15 ans. Personne ne s'était soucié de ce dont elle rêvait ou de ce qu'elle désirait. Elle avait vécu pour survivre, pas pour vivre. « Je veux être libre », dit-elle enfin, sa voix légère comme un souffle. Vraiment libre. Pas une liberté sur papier. Pas une liberté parce qu'une dette a été payée, mais une liberté ici. Elle posa une main sur le côté gauche de sa poitrine, là où son cœur battait lentement et régulièrement. « Je veux me réveiller un jour sans peur. Je veux me regarder dans le miroir et voir une femme, pas un fantôme. Je veux une vie, pas seulement une existence. » Vincent la regarda en silence, ses yeux gris s'adoucissant d'une manière que Lily n'avait jamais vue auparavant. Vincent tendit la main et prit sa petite main dans sa grande paume rugueuse. « Je te le promets, » dit-il, ses yeux gris s'adoucissant avec une sincérité qui égalait l'éclat constant dans ses yeux ambres. « Après-demain, tu seras libre, vraiment libre. J'effacerai la dette de ton père. J'effacerai tout ce qui te lie à la famille Corsetti. Tu pourras aller n'importe où, faire tout ce que tu veux. C'est ma promesse. » Lily regarda leurs mains entrelacées, et elle réalisa que c'était la première fois de sa vie que quelqu'un lui promettait quelque chose avec une telle sincérité. Elle ne savait pas ce que demain apporterait. Elle ne savait pas s'il survivrait. Mais à cet instant, sous les lumières de Chicago et le ciel étoilé, elle s'autorisa à croire en cette promesse. Ils restèrent assis ensemble en silence, jusqu'à ce que la première lueur de l'aube commence à teinter l'horizon de rose. Le jour fatidique était arrivé. L'hôtel Grand Méridien s'élevait au cœur de Chicago, comme un palais construit pour les puissants. La lumière des cristaux se déversait des énormes lustres suspendus au plafond vertigineux, tombant sur l'océan de luxe en dessous, comme des étoiles artificielles. Le champagne coulait à flots. Les robes de soirée étincelantes balayaient les sols de marbre, et les rires de l'élite résonnaient dans la grande salle comme une symphonie de richesse. C'était le gala de charité annuel de la famille Corsetti, un événement qui récoltait des millions de dollars chaque année pour les enfants pauvres des hôpitaux publics. L'ironie était cruelle. Les gens qui organisaient cette célébration étaient parmi ceux qui avaient le plus trempé la ville dans le sang et le péché. Lily se glissa par l'entrée de service derrière la cuisine, exactement comme prévu. Elle portait un uniforme de serveuse noire. Ses cheveux étaient attachés proprement sur sa nuque. Son visage était baissé pour éviter de croiser le regard de quiconque. Elle avait survécu 4 ans dans le manoir Corsetti en devenant invisible. Et ce soir, elle avait besoin de ce talent plus que jamais. Personne ne la regarda à 2 fois. Elle n'était que l'une des dizaines de serveurs se déplaçant comme des fantômes parmi les invités, portant des plateaux de boissons et de nourriture, s'inclinant légèrement et se dissolvant dans le décor, comme s'il n'existait pas. Le cœur de Lily battait comme un tambour de guerre alors qu'elle se déplaçait dans la foule. Elle chercha sa cible et le trouva immédiatement. Marco Corsetti se tenait au centre de la salle, comme un roi fraîchement couronné. Il portait un costume noir parfaitement taillé. Ses cheveux étaient gominés en arrière. Un sourire charmant flottait sur ses lèvres, alors qu'il serrait la main de chaque invité important. Il ressemblait à un homme souffrant de la perte de son frère, mais restant debout par devoir envers la famille. La performance était sans faille. À côté de lui se tenait Camille Ashford, éblouissante dans une robe rouge sang, ses cheveux d'or tombant sur ses épaules nues. La bague de fiançailles de Vincent brillait toujours à son doigt comme une moquerie cruelle. Elle souriait aux invités, acceptait les condoléances pour son fiancé disparu et remplissait ses yeux bleu océan de larmes soigneusement travaillées chaque fois que quelqu'un prononçait le nom de Vincent.
Lily se sentait mal en les regardant. Deux meurtriers debout, baignés de lumière, célébrés comme des figures généreuses, tandis que leurs victimes se cachaient dans une vieille église en attendant le bon moment. Le monde était fou. Elle continua d'avancer, ses yeux ne quittant jamais Marco. Environ 1 heure après le début de la fête, elle le vit s'extraire de la foule et se diriger vers un couloir latéral menant aux salles de réunion privées. Un autre homme le suivait, grand, les cheveux blancs et les yeux froids comme la glace. Nikolai Volkov. Lily le reconnut grâce aux photographies que Tony lui avait montrées. Le chef de la mafia russe, l'ennemi juré de la famille Corsetti, l'homme qui avait tué le père de Vincent et Marco 20 ans plus tôt. Et maintenant Marco lui serrait la main pour vendre l'héritage de son propre père. Lily posa son plateau sur une table voisine et les suivit discrètement. Elle garda une distance de sécurité. Ses pas étaient légers. Elle retenait son souffle dans sa poitrine. Le couloir était vide, les lumières plus tamisées que dans la grande salle. La musique du gala n'était plus qu'un écho lointain. Marco et Volkov s'arrêtèrent à la dernière porte au bout du couloir, échangèrent quelques mots à voix basse que Lily ne put entendre et entrèrent. Elle attendit, comptant les secondes dans sa tête, puis s'approcha. La chance était avec elle. La porte n'était pas complètement fermée. À travers une fente étroite, elle vit une salle de réunion privée avec une grande table en chêne et des chaises en cuir. Marco et Volkov étaient assis l'un en face de l'autre, et entre eux se trouvait un dossier épais de documents. Elle regarda Marco prendre un stylo et signer page après page avec un sourire satisfait. L'Empire Corsetti était vendu juste devant ses yeux. Lily recula, le cœur s'emballant. Elle devait retourner dans la salle principale et trouver un moyen de signaler Tony. Tout se déroulait exactement comme prévu. Vincent devait savoir. Il devait agir maintenant. Elle se tourna et percuta un mur. Non, pas un mur. Une poitrine. Lily leva les yeux et sentit le sang se glacer dans ses veines. Marco Corsetti se tenait à quelques centimètres d'elle. Ses yeux bruns étaient froids et tranchants comme des lames. Il avait dû quitter la salle de réunion sans qu'elle le remarque. Il y avait peut-être une autre sortie. Il avait pu la voir sur une caméra de sécurité. Il l'avait peut-être soupçonnée dès le départ. Cela n'avait plus d'importance. Elle avait été prise. « Lily Monroe », dit Marco, sa voix glaciale. La servante qui a disparu la nuit même où mon frère s'est volatilisé. Quelle coïncidence intéressante. Lily n'eut pas le temps de réagir. La main de Marco se referma sur son poignet, serrant jusqu'à ce qu'elle sente l'os grincer contre l'os. Il la traîna dans un coin sombre au bout du couloir et la projeta contre le mur avec une force brutale. Son dos heurta le béton froid, la douleur lui déchirant la colonne vertébrale. Mais elle se mordit la lèvre et ne laissa aucun son s'échapper. « Où est mon frère ?» grogna Marco, son visage à quelques centimètres du sien, son haleine chaude s'écrasant contre sa peau. « Où le caches-tu? Penses-tu pouvoir voler ce qui m'appartient ?» Lily croisa son regard, ses yeux ambre stables, même si son cœur menaçait d'exploser. Elle ne dit rien. Elle avait survécu à l'enfer. Elle avait affronté des monstres bien pires que Marco. Elle ne lui donnerait pas la satisfaction de l'entendre supplier. Silencieuse, siffla Marco, le sourire disparaissant de son visage, remplacé par la folie. Bien. Il sortit une arme de poing de l'intérieur de sa veste et la pointa directement sur le front de Lily, le canon pressé contre sa peau, glacial et mortel. « Je vais compter jusqu'à 3, dit Marco, sa voix terrifiante de calme. « Si tu ne me dis pas où est Vincent, je presserai la détente ici même. Personne n'entendra le coup de feu avec cette musique. » 1. Lily ferma les yeux. 2. Elle pensa à Vincent, à la promesse de liberté, aux yeux gris qui l'avaient regardé comme un être humain. Elle ne regrettait rien. Même si elle mourait ici, elle ne regrettait rien. Marco compta jusqu'à 2, et Lily sentit son doigt se crisper sur la détente. Marco ouvrit la bouche pour prononcer le dernier chiffre, mais le son ne quitta jamais sa gorge, car une autre voix coupa l'obscurité, froide et tranchante comme une lame. « Lâche-la », Lily ouvrit les yeux. Marco se figea,
l'arme toujours pressée sur son front, mais son doigt ne bougeant plus. Il se tourna vers le bout du couloir, et pour la première fois de sa vie, Lily vit une peur réelle sur le visage d'un tueur. Vincent Corsetti sortit de l'ombre comme un fantôme revenu de l'enfer. Il n'était plus l'homme pâle et affaibli que Lily avait traîné hors du manoir 2 semaines plus tôt. Il n'était plus le patient tremblant brûlant de fièvre qu'elle avait veillé pour soigner. L'homme debout au bout du couloir était Vincent Corsetti, chef de la famille Corsetti, le vipeur silencieux. L'homme que tout Chicago craignait. Le costume noir épousait sa carrure solide. Ses cheveux sombres étaient gominés à la perfection, et ses yeux gris acier brûlaient d'une fureur contrôlée. Il ne cria pas, il ne menaça pas. Il se tint simplement là, calme et létal, et son silence était plus terrifiant que n'importe quel rugissement. « Toi », murmura Marco, sa voix tremblante, son visage vidé de ses couleurs comme s'il fixait l'esprit d'un mort. « Tu es vivant, c'est impossible. Tu devrais être mort. Le poison était suffisant pour tuer un cheval. Tu ne peux pas être encore en vie. » Vincent ne répondit pas. Il avança, chaque pas résonnant dans le couloir vide comme un tambour de mort. Marco restait figé, piégé entre l'idée de tirer sur Lily ou de retourner l'arme contre Vincent. Et cette hésitation fut son erreur fatale, car Vincent ne lui laissa pas le temps de choisir. Un instant, Vincent se tenait à 3 pas. L'instant d'après, son poing s'écrasa dans la mâchoire de son frère, avec la force de 20 ans de confiance trahie. Le craquement de l'os résonna dans le couloir, sec et indéniable comme du bois qui casse. Marco s'effondra au sol. L'arme vola de sa main et glissa sur le marbre. Le sang coula du coin de sa bouche, tachant la chemise blanche immaculée sous son costume coûteux. Pourtant, il tenta d'atteindre l'arme, l'instinct de survie plus fort que la douleur, ses doigts tremblants alors qu'ils effleuraient que la crosse. Vincent s'avança et abattit son talon sur la main de Marco, durement et sans merci. Les os se brisèrent sous le cuir poli de sa chaussure. Et cette fois, Marco hurla, le son déchirant le couloir. « Tu as choisi la mauvaise personne à trahir », dit Vincent. Sa voix était glaciale, calme comme s'il discutait du temps, alors qu'il se tenait sur la main broyée de son frère. « Et tu as choisi la mauvaise personne à menacer. » Il se tourna vers Lily, et pendant un bref instant, l'acier dans ses yeux gris s'adoucit quand il la regarda. « Es-tu blessé ?» Lily hocha la tête, n'osant pas faire confiance à sa voix pour parler. Elle tremblait encore, pas à cause de Marco, mais parce qu'elle venait de voir un diable revenir d'entre les morts. Et ce diable l'avait sauvée. Le cri de Marco brisa la barrière sonore entre le couloir et la grande salle. La musique s'arrêta. Des murmures se répandirent comme des ondulations sur l'eau. Puis des pas, des dizaines, inondèrent le couloir comme une marée. La foule apparut à l'autre bout, les visages mêlant curiosité et panique. Des téléphones se levèrent, les écrans brillant dans l'obscurité. Quelqu'un cria que c'était Vincent Corsetti, et un véritable chaos éclata. Derrière la foule, Tony Romano émergea avec 6 hommes en costume noir, la dernière unité fidèle de Vincent. Ils se déplacèrent vite et avec précision comme une machine de guerre. 2 saisirent Nikolai Volkov, au moment où il essayait de s'éclipser de la salle de réunion, le plaquant au sol et le menottant avant qu'il ne puisse réagir. 2 autres récupérèrent l'épais dossier sur la table, preuve de la trahison de Marco. Le reste forma un mur protecteur autour de Vincent et Lily. Marco gisait au sol, sa main droite détruite, le sang s'écoulant de sa bouche. Pourtant, il riait, un son déformé et maniaque tordu par la douleur et la défiance. « Tu crois avoir gagné ?» étouffa-t-il entre 2 rires. « Tu crois que m'attraper suffit ? Tu ne comprends rien, Vincent. Tu n'as jamais rien compris. » Vincent ne répondit pas. Il se contenta de regarder son frère avec des yeux qui n'étaient plus remplis de colère, mais d'une profonde tristesse comme l'océan. Des flashs d'appareils photo commencèrent à exploser. Les reporters étaient déjà là, rapides comme des vautours sentant le sang. Ils bousculèrent la foule, caméras levées, microphones tendus comme des lances avides de réponses.
Les questions tombèrent comme une averse. « Monsieur Corsetti, que s'est-il passé? Qui vous a enlevé? Pourquoi êtes-vous ici? Qui est l'homme au sol ?» Vincent ne leur répondit pas. Il se tourna vers Lily, lui prit doucement la main et la fit sortir de l'ombre. Les flashs éclatèrent comme des éclairs, illuminant 2 personnes qui venaient de sortir de l'enfer. Et à ce moment, au milieu du chaos et de la lumière aveuglante, Lily vit Camille se frayer un chemin dans la foule. Son visage était livide de panique. Camille bouscula la foule comme un animal paniqué cherchant une issue. Mais elle ne s'enfuit pas. Elle se précipita droit vers Vincent. Son beau visage était tordu par une expression que Lily ne pouvait tout à fait nommer. Quelque part entre la terreur et le désespoir. « Vincent !» hurla-t-elle, sa voix stridente et tremblante, ses mains cherchant à s'agripper à son corps. « Mon amour, tu es vivant. J'étais si inquiète. Je pensais t'avoir perdu. Tout ceci n'est qu'un malentendu. Tout est un malentendu. Je peux expliquer. Je t'aime. Je ne te ferai jamais de mal. » La performance était sans faille. Des larmes coulaient sur ses joues poudrées. Ses yeux bleu océan débordèrent de douleur et de dévotion. Sa voix se brisait comme si son cœur volait en éclats. Si Lily n'avait pas vu Camille sourire à Marco dans le noir, n'avait pas entendu la façon dont elle discutait calmement de l'augmentation de la dose de poison, elle aurait pu la croire. Le monde entier l'aurait probablement cru. Mais Vincent ne la crut pas. Il resta immobile, sans bouger, laissant Camille se précipiter vers lui, laissant sa main frôler son épaule. Puis il parla, sa voix si froide que l'air autour d'eux semblait gelé. « Je t'ai entendu dire que tu avais doublé la dose dans mon whisky. » Camille se figea. Sa main s'arrêta en plein air, ses doigts tremblant comme des feuilles dans une tempête. Le sourire se brisa sur ses lèvres, et pour la première fois, Lily vit son vrai visage. La beauté séductrice avait disparu. La fausse tendresse s'était évanouie. Tout ce qui restait était la peur brute d'un prédateur, réalisant qu'elle était devenue la proie. « Vincent !» bégaya Camille. « Tu as mal compris. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je t'aime. Je n'aurai jamais. » Les portes principales de l'hôtel s'ouvrirent à la volée, et une équipe du FBI s'engouffra comme un raz-de-marée. Ils portèrent des tenues tactiques noires, armes au poing, se déplaçant rapidement et précisément à travers la foule paniquée. À leur tête se trouvait une femme d'âge mûr, aux cheveux courts et aux yeux tranchants comme des couteaux, marchant droit vers Vincent, comme si elle avait su exactement où il se trouverait. « Monsieur Corsetti, » dit-elle, la voix professionnelle et froide. « Je suis l'agent spécial Morrison. Nous avons reçu des informations de vos services. Nous sommes ici pour arrêter ceux qui ont comploté pour vous assassiner. » Vincent désigna d'un signe de tête Marco, gisant au sol, et Camille figée devant lui. Eux, et une autre encore. Rosa Martinez, la gouvernante en chef. Elle a personnellement mélangé le poison à ma boisson. Comme sur commande, Tony s'avança avec une femme tremblante à ses côtés. Rosa Martinez, 52 ans, qui gérait le personnel du manoir Corsetti depuis 10 ans. Elle semblait avoir vieilli de 20 ans en une nuit. Son visage était cendré, ses yeux gonflés par les pleurs. Tout son corps tremblait, comme si elle allait s'effondrer. « Je ne savais pas », sanglota-t-elle dès qu'elle fit face à Vincent. Des larmes coulèrent sur son visage ridé. « Je jure que je ne savais pas que c'était du poison. Mademoiselle Ashford a dit que c'était juste un sédatif. Quelque chose pour vous aider à mieux dormir. Elle m'a payé. Beaucoup d'argent. Et j'en avais besoin pour le traitement de mon petit-fils. Je n'ai jamais voulu vous tuer. Je jure devant Dieu que je ne savais pas. »« Espèce de traîtresse !» hurla Camille. Son visage se contracta de rage. Chaque trace de beauté et de grâce s'évapora comme si elle n'avait jamais existé. « Tu oses me rejeter la faute ? Ça le moins que rien. Tu as pris mon argent et maintenant tu te retournes contre moi. » Ce débordement fut tout ce dont le FBI eut besoin. L'agent Morrison fit un signe, et 2 agents intervinrent, menottant Camille avant qu'elle ne puisse dire un mot de plus. « Camille Ashford, vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous devant un tribunal. »« Non !» hurla Camille, se débattant comme un poisson dans un filet.
Vous ne pouvez pas faire ça. Je suis la fille du sénateur Ashford. Vous le regretterez. » Sa voix fut coupée alors que les menottes se refermaient sur ses poignets, le métal cliquetant froid et final. Elle fut emmenée, hurlant et jurant encore. Mais plus personne n'écoutait. Au sol, Marco gisait toujours là, sa main droite broyée. Le saignement ralentissait, mais la blessure restait brute et terrifiante. Mais il ne pleura pas. Il ne mendia pas. Il restait juste là et riait, un son fou résonnant dans le couloir comme le cri d'un corbeau au-dessus d'un cimetière. « Tu veux savoir pourquoi, n'est-ce pas ?» dit Marco, ses yeux bruns fixés sur Vincent, avec quelque chose qui n'était pas de la haine, mais presque du soulagement. Le soulagement de dire enfin la vérité. « Tu veux savoir pourquoi j'ai fait ça ?» Vincent ne répondit pas. Il restait simplement là, regardant son frère avec des yeux illisibles. « Parce que je te haïssais, » continua Marco, sa voix n'étant plus maniaque, mais seulement infiniment fatiguée. « Je te haïssais depuis que j'étais enfant. Je haïssais la façon dont notre père me comparait toujours à toi. Pourquoi ne peux-tu pas être comme Vincent? Pourquoi n'es-tu pas aussi fort que Vincent? Pourquoi ne peux-tu pas être Vincent? J'ai grandi dans ton ombre, et cette ombre a englouti tout ce que j'ai jamais fait. » Il fit une pause, avalant le sang dans sa gorge. « Sais-tu ce que c'est que de passer toute sa vie comme la copie ratée de quelqu'un d'autre? Sais-tu ce que c'est quand les gens te regardent et ne voient que Fanon, que le frère de Vincent Corsetti? Je n'avais pas de nom, je n'avais pas d'identité. J'étais juste une ombre. Et je voulais sortir de cette ombre, en te tuant. » Vincent finit par bouger. Il s'agenouilla lentement jusqu'à ce que son visage soit au niveau de celui de Marco sur le sol. Les yeux gris rencontrèrent les yeux bruns, et à ce moment, il n'était plus un chef de la mafia et un traître. Ils étaient juste deux frères qui s'étaient perdus bien avant cette tragédie. « Si tu voulais le trône, » dit Vincent, sa voix basse et douloureuse, « je me serais écarté. Si tu étais venu me voir pour me dire que tu voulais diriger la famille, je t'aurais tout donné. Parce que tu es mon frère, parce que je t'aimais. Mais tu ne l'as pas fait. Tu as choisi le chemin le plus lâche. Tu as choisi de m'empoisonner. Tu as choisi de t'allier avec l'homme qui a tué notre père. Tu as trahi non seulement moi, mais sa mémoire. » Marco tomba amoureux du silence. Pour la première fois depuis qu'il avait commencé à parler, il n'y avait plus de mots. Le rire fou s'éteignit. La défiance disparut. Tout ce qui restait était un homme allongé sur un sol froid, fixant son frère avec des yeux soudainement vides. Et dans ses yeux bruns, Lily vit quelque chose vaciller. Pas de la haine, pas de la colère, mais du regret. Un regret qui arrivait bien trop tard pour changer quoi que ce soit. Quand le FBI emmena Marco et Camille, les reporters déferlèrent comme une ruche que l'on vient de bousculer. Ils entourèrent Vincent, les caméras pointées droit sur son visage. Les microphones tendus comme des lances avides de réponses. Les questions tombèrent comme une tempête. « Monsieur Corsetti, qui vous a enlevé? Où vous cachiez-vous ces 2 dernières semaines? Votre frère était-il derrière tout cela? Avez-vous un commentaire sur l'arrestation de votre fiancé? » Vincent se tenait droit, calme dans l'œil de l'ouragan médiatique. Et pour la première fois de sa vie, il dit la vérité au monde. « Je n'ai pas été enlevé, » dit-il, sa voix portant à travers la grande salle qui s'était tue pour écouter. « J'ai été empoisonné, par mon propre frère et ma fiancée. Ils mettaient du poison dans mes verres chaque soir, me tuant lentement tout en me souriant chaque matin. J'ai failli mourir dans ma propre maison, aux mains des personnes en qui j'avais le plus confiance. » Un murmure parcourut la foule. Les flashs explosèrent comme des éclairs. Mais Vincent ne s'arrêta pas. Il tourna la tête, cherchant dans la foule, et son regard trouva Lily. Elle se tenait un peu en retrait, comme elle le faisait toujours, essayant de se rendre invisible parmi la mer de gens, les épaules rentrées comme si elle pouvait se fondre dans le mur. 4 ans de vie de fantôme lui avaient appris que l'attention n'apportait jamais rien de bon. Mais Vincent ne la laissa pas disparaître cette fois. Il s'avança vers elle. La foule s'écarta instinctivement, lui laissant le passage,
et il s'arrêta devant Lily. Les yeux gris rencontrèrent les yeux ambre. Et pendant un instant, le monde sembla s'arrêter de tourner, alors que le prédateur et la survivante trouvaient la paix l'un dans l'autre. Puis il lui prit la main, doucement mais fermement, la guidant hors de l'ombre d'un fantôme, vers la lumière d'une partenaire. « Cette femme, dit Vincent, sa voix résonnant dans le silence, est Lily Monroe. Elle était employée de maison chez moi. Elle n'a pas d'argent. Elle n'a pas de pouvoir. Elle n'avait aucune raison de me sauver. Mais quand elle les a entendus comploter pour me tuer, elle a risqué sa vie pour me sortir de là. Elle s'est occupée de moi quand je mourrais de fièvre. Elle a refusé une récompense d'1 million de dollars que n'importe qui d'autre aurait pu réclamer d'un simple coup de téléphone. Elle possède quelque chose que l'argent ne peut acheter. Une loyauté véritable. Un courage pur. Lily se tenait là, sous des centaines de regards et des dizaines d'objectifs, et sentit les larmes couler sur ses joues. Pas de tristesse, pas de peur, mais parce que, pour la première fois de ses 24 années de vie, elle était vue, reconnue, traitée comme quelqu'un qui comptait. Elle n'était plus un fantôme. Après que la tempête médiatique se fut apaisée, après que le FBI eut fini de collecter les preuves, après que la foule se fut dispersée et que l'hôtel eut retrouvé le silence, Vincent et Lily se tenaient sur le balcon du dernier étage, regardant Chicago de nuit. La ville scintillait en bas comme un tapis tissé de millions d'étoiles. Le vent de la nuit les frôlait, portant la fraîcheur de l'automne et l'odeur de la pluie imminente. Après tout ce qui s'est passé, dit doucement Vincent, d'un ton que Lily n'avait jamais entendu de sa part. Que veux-tu? N'importe quoi. De l'argent, une maison, une nouvelle vie. N'importe où. Je te donnerai tout. Lily resta silencieuse un long moment, fixant les lumières lointaines. Puis elle se tourna vers lui et demanda à son tour. « Et toi, que veux-tu » Vincent la regarda. Ses yeux gris n'étaient plus froids comme l'acier, mais éclairés par quelque chose de fragile et de sincère. « Je veux que tu restes, » dit-il calmement. « Pas comme une employée de maison, comme ma partenaire. Tu es la seule qui m'ait vue au plus bas et qui n'ait pas fui. Tu es la seule qui m'ait sauvé, alors que tu n'avais aucune raison de le faire. Je ne veux pas te perdre. » Lily ne répondit pas par des mots. Elle sourit simplement, son premier vrai sourire depuis de nombreuses années, et hocha la tête. Ils ne quittèrent pas l'hôtel dans l'une des supercars alignés à l'extérieur. Vincent prit la main de Lily, passa devant les Ferrari et les Porsche rutilantes, et héla un taxi ordinaire qui attendait au coin de la rue. Un vieux taxi aux sièges en cuir craquelé et à la faible odeur de parfum bon marché, à l'opposé total du monde de luxe dans lequel Vincent avait vécu pendant 20 ans. Mais quand ils s'assirent sur le siège arrière, quand la porte se ferma et que la voiture commença à rouler, Vincent se tourna vers Lily et dit « C'est la première fois que je me sens en sécurité. » Lily le regarda, ses yeux ambre brillants sous les lampadaires qui défilaient. « C'est la première fois que je ne suis pas invisible, » répondit-elle, sa voix n'étant qu'un murmure. Et ce vieux taxi les emporta dans la nuit, laissant derrière eux un empire déchu pour avancer vers un futur encore non écrit. Or non, on dit que la mafia n'a pas de cœur. Mais cette nuit-là, un chef mafieux apprit que le pouvoir ne peut protéger personne de la trahison, et que le salut peut venir de l'endroit le plus inattendu. Lily Monroe est entrée dans la vie de Vincent Corsetti comme une ombre, et en est ressortie comme la seule lumière dans son obscurité. Cette histoire nous rappelle que parfois, les gens qui nous aiment vraiment ne sont pas ceux qui prononcent les mots les plus doux, mais ceux qui restent quand nous avons tout perdu. Parfois, la loyauté véritable vient de là où on l'attend le moins, de personnes que l'on n'avait jamais remarquées. Et parfois, sauver quelqu'un d'autre est la seule façon de se sauver soi-même. Si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'aimer et de partager, afin que nous puissions continuer à vous proposer des récits porteurs de sens chaque jour.
Qu'avez-vous ressenti en écoutant cette histoire? Avez-vous déjà eu quelqu'un comme Lily dans votre vie? Quelqu'un qui s'est tenu discrètement à vos côtés jusqu'au moment où vous en aviez vraiment besoin? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Nous serions ravis d'entendre les histoires qui viennent du plus profond de votre cœur. Nous souhaitons à tous ceux qui nous regardent une excellente santé, la paix et la joie au quotidien. Merci d'être avec nous. Au revoir et à bientôt dans la prochaine vidéo.